merci pour l'invitation, merci aux organisateurs et aux modérateurs. Donc, je vais parler des complications de la chirurgie bariatrique, ce qui conclut bien la session, je pense, en voyant comment nous, en tant qu'anesthésistes réanimateurs, on peut prendre en charge les complications. Voici mes liens d'intérêt. Et donc, comme c'est la dernière session, on va commencer par un cas clinique. Donc, c'est une dame qui est vue en consultation d'anesthésie. Elle va avoir une sleeve. Elle a 60 ans. Et elle a une hypothyroïdie, un SAHOS, on en a parlé, léger, sans indication d'appareillage, une hypertension artérielle, un diabète, une dyslipidémie et une NASH, donc à peu près classique pour une patiente qui va avoir une sleeve. Son traitement habituel, vous l'avez ici, on ne va pas le détailler. Elle fait 1,62 m pour 92 kg, donc ça lui fait un IMC à 35. Elle a quelques allergies, les IEC. Au niveau cardiologique, il n'y a pas de problème notable, avec quand même une légère hypertrophie ventriculaire gauche, une fraction d'éjection à 65% et une trouble de relaxation du ventricule gauche. On lui fait un test d'effort qui est sans particularité. Au bilan préopératoire, elle a 12,9 d'hémoglobine. La gastroscopie montre une gastrite et le dossier est validé en réunion de concertation pluridisciplinaire donc de Montpellier. Elle a une sleeve selon la technique habituelle, avec une biopsie hépatique du fait de la NASH, une vérification de l'hémostase en fin d'intervention. Et donc, si on récapitule les risques péropératoires de cette patiente, parmi intubation difficile, on en a parlé, inhalation, désaturation, hémorragie lors de la chirurgie et collapsus, on avait bien sûr tous les risques associés. Elle est aux soins continus dans un autre centre. Elle a une désaturation initiale, une dépression respiratoire post-opératoire. Finalement, elle s'améliore. La CRP est inférieure à 20. Elle a perdu 2 points d'hémoglobine en post-op. On est à J1 post-opératoire dans le lendemain et il est demandé un scanner abdominal. Elle reçoit du l'enoxaparine le soir de sa chirurgie à minuit pour l'histoire. Et les traitements habituels sont repris. Et le scanner, on va le voir à la diapo d'après. Il y a un hémopéritoine de faible abondance, pas de fistule active décelée, un petit infiltrat liquidien au contact du tiers inférieur de l'œsophage. Et au TOGD, il n'y a pas de fistule au niveau du site opératoire. Donc on l'a vu, elle est sortie en chambre. Qu'est-ce que vous craignez quand vous voyez cette patiente? Est-ce que vous l'aurez fait sortir en chambre, par exemple? Qui l'aurait fait sortir en chambre? Qui l'aurait gardé un peu aux soins continus? Beaucoup, ouais. Bon, après, a posteriori, c'est toujours simple, hein. Donc effectivement, quelles complications on craignait dans ce cas-là? Bon, on peut craindre les 4, hein, c'est celles qu'on voit le plus fréquemment en post-opératoire de chirurgie bariatrique. Pneumopathie, embolie pulmonaire, la fistule post-opératoire et comme on en a parlé, l'hémorragie de la ligne d'agrafage. Donc effectivement, les événements thromboemboliques après chirurgie bariatrique sont assez fréquents, hein, c'est autour de 1% des chirurgies. Et on sait que le patient avec obésité est particulièrement à risque de ces événements thromboemboliques du fait d'une hypercoagulabilité, d'une stase veineuse qui est accrue et aussi de tous les lésions endothéliales qui peuvent survenir suite à la chirurgie ou dans d'autres chirurgies s'il y a un cancer surajouté. Les recommandations de formalisées d'experts, donc de l'ASFAR, montraient qu'il fallait une durée minimale de 10 jours d'HBPM en post-opératoire de chirurgie bariatrique. Et lorsqu'on synthétise les doses, vous les avez là pour information, mais vous pouvez les retrouver dans les recommandations de l'ASFAR. Petite notion sur les antidiabétiques oraux, mais vous en avez déjà probablement parlé. Ils sont pour l'instant pas recommandés dans les suites de chirurgie bariatrique du fait d'absorption incertaine. On revient sur notre patiente, on est à J3. Elle est en service de chirurgie. Elle est subfébrile à 38, ça va pas trop bien, hein. Encombrée, dyspnéique, une désaturation à 80% en air ambiant. Puis finalement, sous oxygène, ça remonte à 94%. Elle est de nouveau scannée. Au scanner, on a un peu plus d'épanchements pleuraux,
Un aspect probablement de pneumopathie, pas d'embolie pulmonaire, on a éliminé ça. L'hémopéritoine diminue, donc, et par contre, on a une infiltration des parties molles sous-cutanées des flancs gauche et droit. Et pas d'argument pour une fistule, une collection, ni un abcès périgastrique. Quelle est votre hypothèse diagnostique principale? Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? Non, pas d'hypothèse à ce moment-là. Bon, on va continuer sur ce qui s'est passé aux soins continus. La CRP augmente pendant 10 jours. Elle reste polypnéique, elle a de l'oxygénothérapie à haut débit. Elle s'améliore sous traitement médical, tazocilline, gentamicine et kiné respiratoire. Elle est oligurique, donc traditionnellement, elle est remplie et ensuite elle a des diurétiques. Et puis l'enoxaparine est repris, puis arrêté devant une déglobulisation. Donc on est un peu ennuyé avec cette patiente. En ce qui concerne les antibiotiques et l'obésité, donc au niveau de la distribution, on en a parlé, ça peut être variable selon la lipophilie ou l'hydrophilie des antibiotiques. Au niveau du métabolisme, c'est assez variable, mais là, cette patiente avait une NASH, donc plutôt un métabolisme diminué. Et l'élimination dépend aussi de la fonction rénale, mais s'il n'y a pas d'insuffisance rénale prouvée, on a plutôt une clairance rénale augmentée chez les patients, ce qui fait que globalement, on va devoir augmenter les doses d'antibiotiques chez ces patients. On avait fait une étude sur la piperacilline tazobactam chez le patient avec obésité et on avait trouvé qu'il fallait des doses minimum de 20 grammes par 24 heures pour arriver à une dose efficace acceptable. Donc si on synthétise, si on a des bêta-lactamines, il faut augmenter les doses. Plutôt le poids total au début pour la vancomycine. Le linezolide, souvent, il faut passer de 600 x 2 à 600 x 3 par jour. Avoir un poids ajusté pour les aminosides. Et dans tous les cas, si on a à disposition, monitorer les concentrations. C'est vrai que nous, en réanimation, maintenant, on les monitore de façon systématique. On a d'énormes surprises dans un sens ou dans l'autre. Et donc, en faisant des dosages sanguins. Il y a un site assez utile qui est AB fois BMI. Qui permet d'avoir à chaque fois votre dose d'antibiotiques selon l'indice de masse corporelle du patient ou de la patiente. Donc c'est assez bien fait. Par exemple, là, si cette patiente, quelle posologie de piperacilline tazobactam? On regarde sur le site, on se retrouve avec des situations de patients en poids sans obésité avec un IMC inférieur à 30. Et finalement, ce qui sort avec là un BMI de 66 dans l'exemple, c'est qu'il fallait 24 grammes par jour de tazocilline. On repart sur le cas clinique, on est à J14 aux soins continus, elle est à nouveau scannée. Et donc là, on voit une fistule pariétale gastrique avec collection périsplénique. Je ne sais pas si c'était votre hypothèse secrète dès le début. On reprend les antibiotiques, les antifongiques, et elle est reprise au bloc opératoire pour drainage. Alors en cas de péritonique, quels sont les germes qu'on a? Là, vous voyez une étude du professeur Montravers en 2013. Vous avez un groupe avec chirurgie conventionnelle, un groupe avec chirurgie bariatrique. Et on voit que lorsqu'on regarde par exemple les entérocoques, on en a un peu moins fréquemment que dans les autres chirurgies. Et donc finalement, on n'a pas forcément besoin de mettre de la vancomycine ou du linezolide en première intention. Ça sera plutôt en cas de facteur de risque associé d'infection intra-abdominale à entérocoque résistant à l'ampicilline, comme une pathologie hépatobiliaire, un transplanté hépatique ou une antibiothérapie déjà en cours. En cas de péritonite, il faut penser dans ces chirurgies aux levures. Et c'est vrai qu'on va mettre de façon assez précoce des anti-levures parce qu'on a quasiment tous les facteurs de risque additionnels d'avoir des levures. On est à J17 aux soins continus, dégradation clinique de la patiente malgré la reprise chirurgicale. Au scanner, on a toujours une fistule, pas de pneumopathie et une collection apparaît en regard de la partie haute de la ligne d'agrafage gastrique qui mesure 10 x 4 cm. Il y a un drain qui est en place au contact de la collection. Dont l'antibiothérapie est élargie et finalement elle nous est transférée au CHU, un centre spécialisé, pour un drainage endoscopique de la fistule, puisque au niveau chirurgical, il y a déjà un drainage a priori qui est optimisé.
Elle arrive chez nous en réanimation et là, elle se dégrade rapidement sur le plan hémodynamique. On a une dégradation de la fonction rénale avec insuffisance rénale aiguë anurique. Elle est intubée, elle a un SDRA sévère. Alors pour l'intubation, on va pas revenir sur la préoxygénation, vu qu'il est tard et qu'on doit manger, ça va nous faire, gagner du temps. Voilà, donc c'est les mêmes études, que vous a présentées le professeur, Futier. Et un petit mot sur la vidéolaryngoscopie. Là, c'est une étude spécifique qui avait été faite, multicentrique en réanimation, qui comparait vidéolaryngoscopie versus laryngoscopie, directe. Et on voit que quel que soit, l'IMC, on avait la vidéolaryngoscopie qui faisait mieux que la laryngoscopie directe sur le succès à la première tentative. À savoir que quand même, il n'y avait pas de différence sur les complications à type d'hypoxémie. Donc, c'était pas non plus criminel de faire de la laryngoscopie directe. Par contre, en termes de succès, on faisait mieux avec la vidéolaryngoscopie. À ce qui concerne le réglage de la PEP chez ces patients en SDRA maintenant, on n'est plus dans le opératoire, on est dans les patients en SDRA comme cette patiente. Il y a une étude qui avait été faite dans l'anesthésiologie qui comparait plusieurs façons de titrer la PEP. Une PEP selon les tables de la RDS Network, donc ça nous a mené autour de 13. Une PEP avec titration incrémentielle, ils mettaient des capteurs de pression œsophagienne et augmentaient la PEP progressivement. Et une PEP décrémentielle, manœuvre de recrutement et diminution progressive de la PEP jusqu'à optimiser la compliance pulmonaire. Et ce qui était retrouvé, c'était que la meilleure méthode en impédance-métrie thoracique, qui permettait d'avoir à la fois moins de collapsus pulmonaire et moins de surdistension, c'était la méthode décrémentielle, donc finalement comme en opératoire, manœuvre de recrutement et diminution ensuite progressive de la PEP jusqu'à avoir la meilleure compliance pulmonaire. On arrivait quand même à des niveaux de PEP très élevés. C'était des patients avec obésité morbide. On voit qu'on est autour de 21 de PEP en PEP optimale. Donc, pas hésiter chez ces patients à monter la PEP. Et il y avait une belle étude dans le Blood Journal en 2021 qui montrait que chez ces patients super obèses en SDRA, il n'y avait pas plus de collapsus hémodynamique ou de défaillance ventriculaire droite lorsqu'on arrivait à des niveaux de PEP très élevés et justifiés avec un monitorage à la fois respiratoire et hémodynamique. Voilà, donc c'était une patiente qu'on avait eue en réanimation avec, je crois qu'elle avait un IMC autour de 100 et on était arrivé avec un capteur de pression œsophagienne à des niveaux de PEP à 30 et qui avait finalement pu être extubé. Le décubitus ventral, hyper utile chez ces patients. On a un niveau de preuve qui est encore assez faible, hein. On avait fait une étude observationnelle de type avant-après qui comparait justement patients avec obésité et sans obésité. Et on avait une amélioration du rapport PaO2 sur FiO2 plus important dans le groupe avec obésité que sans obésité. Et ensuite, on fait beaucoup d'ECMO maintenant. Avec le Covid, on en fait de plus en plus. Est-ce qu'on peut faire de l'ECMO à ces patients avec super obésité? La réponse est oui. Il y a une étude récente, c'était 2023, qui a regardé la mortalité chez ces patients. Et on voit qu'on a finalement presque un nadir de mortalité avec des IMC autour de 40 à 45. Et donc, on parle beaucoup de paradoxe de l'obésité chez le patient critique avec des survies paradoxalement meilleures que les autres. Il y a beaucoup d'explications à cela. Là, pour l'ECMO, en tout cas, ça ne doit pas être une contre-indication, le fait qu'il y ait un patient avec obésité. Cette étude, on en a déjà parlé avec le professeur Futier sur l'extubation et on va terminer sur le cas clinique. Finalement, donc, chez nous, elle a une nouvelle chirurgie de sauvetage, laparotomie, évacuation d'un épanchement péritonéal hématique d'1,5 litre. La dégradation se poursuit, le syndrome de défaillance multiviscérale aussi, et malgré une nouvelle chirurgie, la patiente décède en réanimation. Donc, d'où l'importance de prendre en charge de façon précoce ces patients. Et puis, parfois, malgré une prise en charge finalement bien conduite, en ayant monitoré et fait tout ce qu'on a pu, ça peut quand même mal se terminer. Et une petite notion avant de conclure sur les carences de ces patients opérés de chirurgie bariatrique. Et, en réanimation, quand on les reçoit, quelle que soit la raison, ils doivent être considérés carencés et dénutris. Donc il faut encore plus que chez les autres, donner des vitamines et oligo-éléments pendant les premières 24 heures. Ça, c'est ce qu'on fait dans le service de réanimation du professeur Jabert, donc chez nous. Et toujours envisager la carence en vitamine B1 avec des encéphalopathies de Guyette-Wernicke qui peuvent survenir ou des beriberi.
Et ne pas oublier de supplémenter non seulement en vitamine B1, mais aussi en magnésium, qui est un cofacteur de la vitamine B1. Et là, c'était un cas clinique qui avait été publié sur une patiente admise en réanimation pour choc cardiogénique. Et finalement, le diagnostic qui était retenu, c'était un déficit en thiamine qui était normalisé suite à une administration de vitamine B1 et une normalisation des lactates et de l'état de choc. Voilà, mais je vous remercie et je suis à votre disposition pour toutes les